Donc nous avons aujourd'hui le plaisir d'assister à la soutenance du doctorat en sciences de Madame Fatima Dadouche, qui va nous présenter donc son travail de doctorat sur le titre Stabilité probabiliste d'Italie vis-à-vis du glissement. Ce travail a été mené sous la direction du professeur Azhar Beladel de l'université de Guelma et va être, donc le jury va être présidé par moi-même, professeur Moulaché de l'université de Guelma, en présence des membres de ce jury-là, professeur Meksewi Mohamed de l'université d'Annaba, ancien de l'université de Guelma, pour rappeler, qui était avec nous. Madame Rahab Bouch Sourila, professeure de l'université de Skida, avec qui j'étais il y a 5 ans, donc pour rappeler, comme membre. Et puis notre confrère, donc notre collègue, professeur Abdelnajid Hassan Chaous, de l'université d'Annaba. Et avec nous, notre jeune docteur, pour dire, parce qu'il commence avec nous, Benamara Fatima Zahra, maître de conférence A de l'université de Guelma. Donc madame, vous avez 30 à 40 minutes pour nous présenter l'essentiel de vos travaux, de vos jurés, avant de procéder donc, à la séance de questions et bon courage. Merci. Monsieur le Président du jury, Mesdames, Messieurs, chers assistants, salam alaikum et merci d'être présents là pour assister à mon exposé. Donc dans le cadre pour l'obtention du diplôme de doctorat en sciences, je vais vous présenter donc l'exposé de mon travail qui s'intitule Stabilité probabiliste des talus vis-à-vis du glissement sous la direction du professeur M. Belal. Donc comme vous le savez tous, les glissements de terrain dans le monde entier font jusqu'à maintenant des victimes, des dégâts, toujours, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver des solutions adéquates et définitives aux problèmes. On essaie toujours donc de faire de la recherche dans ce sens pour essayer de ramener quelque chose de nouveau pour résoudre ce problème. Comme tout le monde le sait, il y a des glissements qui se déclenchent d'un seul coup, il y a des glissements qui sont prédisposés à ce phénomène-là, c'est-à-dire des glissements qui montrent, avant d'être donc déclenchés, des discontinuités, des fois on les remarque et des fois elles passent inaperçues, telles que montre la photo d'un certain glissement à Bouillard. Donc les actions sont très nombreuses et sont différentes l'une de l'autre. Les actions donc, qui peuvent engendrer les glissements sont la gravité, les forces extérieures, tout ce qui concerne donc l'hydraulique ou sismique, ou une modification des conditions aux limites, c'est-à-dire qu'on a un certain site dans un certain temps, puis après on change carrément ce qui a été donné au début du site, soit qu'on construit au-dessus, soit qu'on fait passer des conduites, etc. Et ça déclenche tout de suite le glissement. Selon donc, la géométrie, rapidement, puisque c'est des choses qu'on connaît tous, il existe 3 principaux glissements. Le glissement plan, circulaire ou rotationnel et le glissement calpant, qui est l'association des 2 glissements précédents. Les facteurs qui peuvent aggraver ces glissements sont la diminution de la résistance des caractéristiques mécaniques, à savoir la cohésion et l'angle de frottement, l'augmentation des charges en amont et la diminution donc, des appuis en pente, c'est-à-dire qu'on supprime la butée du glissement. Donc pendant des décennies, les études de stabilité ont été réalisées par les méthodes déterministes classiques ou conventionnelles, c'est-à-dire qu'on prend un cercle de glissement unique et un coefficient de sécurité global. Le Fs est égal à la somme des moments résistants sur la somme des moments moteurs.
Donc le FS est déterminé arbitrairement en considérant le cercle de défaillance délimitant la masse instable du glissement. Alors, on a deux exemples, j'ai donné seulement quelques exemples de FS des deux méthodes de Bishop et de Félinus. Il existe bien sûr d'autres méthodes qu'on connaît tous. La photo montre donc un glissement général, un glissement donc plan et rotationnel. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire dans le travail? C'est d'abord d'introduire la méthode cinématique pour ce type de problème, parce qu'elle nous permet de bien limiter la partie glissante. On peut aussi la prendre en plusieurs solides, et ensuite on va utiliser les méthodes probabilistes. Donc, ça c'est un schéma qui vous montre à peu près quel glissement peut ne pas se déclencher d'un seul coup en une seule fois, il peut être déclenché en plusieurs solides. Ça c'est pour un peu appuyer notre théorie de cinématique qu'on a appliquée. Donc, pour tenir compte de ces incertitudes qui sont données sur les paramètres physiques, les paramètres mécaniques, etc., nous avons essayé d'utiliser la probabilité qui tient compte qui tiennent compte des erreurs qu'on peut avoir fait dans le laboratoire, dans les essais ou dans le calcul, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les méthodes fiabilistes, qui sont bien sûr apparues un peu tardivement en mécanique des sols, après le génie civil d'une manière générale. Il y a plusieurs méthodes, formes, etc. La seule qu'on a utilisée, c'est celle-là, la forme du premier ordre, qui est basée sur l'indice de fiabilité bêta et la fonction de probabilité de rupture PF. Donc, plusieurs fonctions de distribution ont été utilisées aussi, telles que la fonction log normale, extrême, exponentielle et gamma. Ça, c'est un schéma juste descriptif qui montre qu'on est en présence de la probabilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La méthode cinématique nous permet donc de diviser notre talus comme on veut. La première fois en un solide, la deuxième fois en deux et la troisième fois en trois solides. On peut avoir n solides pour déterminer la fonction ou bien l'équation d'état limite R moins S, résistance moins sollicitation égale à 0. On l'introduit ensuite dans un logiciel appelé Juvent, qui est fait dans une université d'Allemagne, qui nous permet donc de faire le choix des fonctions et faire entrer les différentes caractéristiques qu'on a choisies comme variables, et le logiciel bien sûr nous permet d'avoir le coefficient bêta et la fonction de probabilité PF. Donc le plan de travail que nous allons adopter, c'est celui-là. Donc nous allons commencer par le calcul à la rupture. Donc la théorie du calcul à la rupture examine un système soumis à un mode de chargement à n paramètres dans une géométrie donnée, les chargements pour lesquels la compatibilité entre l'équipe du système et les limitations induites d'une façon générale par la résistance du matériau constitutif est assurée. De là, on déduit une approche directe, une approche statique permettant de déterminer les chargements pour lesquels il y a une stabilité potentielle de l'ouvrage dans des conditions imposées. Par dualisation mathématique, au moyen du principe de la puissance virtuelle, on peut mettre en évidence une approche cinématique permettant de déterminer commodément des chargements pour lesquels l'instabilité de l'ouvrage dans les conditions indiquées est certaine. Donc la méthode est réalisée avec ces conditions-là: la connaissance de la géométrie du système donné, le mode de chargement qui lui est appliqué, la capacité de la résistance des matériaux constitutifs. Les mécanismes de rupture des ouvrages en terre en vraie grandeur sur modèle réduit mettent en évidence les surfaces de glissement et des solides rigides connus sous le nom de méthode cinématique des solides rigides.
un petit schéma qui montre, si vous voulez, la partie potentielle et la partie ce qui supporte le chargement. Le principe de la méthode cinématique donc, tourne autour du principe de la compatibilité cinématique du mécanisme de rupture potentielle, ce qu'on a déterminé, le principe de la sécurité minimale à travers la variation de la géométrie de la surface de glissement. Donc, pour chaque mécanisme possible du système, on détermine, si vous voulez, la partie la plus, ou bien la surface la plus dangereuse du glissement. Ceci se fait en plusieurs étapes. Le regroupement de tous les mécanismes possibles, l'établissement des équations d'état limite, la variation des inclinaisons des surfaces de glissement des solides et le choix du mécanisme critique ou bien le mécanisme qui donne le cas le plus défavorable. L'étude de probabilité qu'on a introduite avec en plus de la méthode cinématique, c'est la méthode donc qu'on va essayer d'éclairer tout à l'heure avec tous les paramètres qu'on va définir. Quelques éléments de probabilité sur lesquels on va passer très vite. Donc on a la variable déterministe, c'est les paramètres de base pour une constante ou dispersion négligeable. La variable aléatoire, c'est la variable qui va subir donc une variation et qui va être introduite dans la fonction probabilité. La fonction de répartition, c'est la fonction définie en tout point comme la probabilité que la variation aléatoire x est inférieure ou égale à x. Donc c'est l'intégrale de la fonction de probabilité. La densité de probabilité fx qui nous donne bien sûr entre deux points différents le p de la fonction. Les coefficients de variation, l'écart-type et tout ça, donc c'est des paramètres connus. Fonction de description, densité de probabilité aussi selon cette équation. Donc on a généralement une forme exponentielle, on doit donc définir les constantes A, B, C et déterminer précisément la fonction qui est utilisée. On en possède plusieurs, la loi normale, le normal, gamma, de Wimble, extrême type 1, extrême type 2, etc. Donc voilà, par exemple, la distribution de Gauss qui est en forme de cloche, qui nous donne une certaine limite supérieure à ce qu'on appelle un pic. La distribution log normale, c'est une distribution qui concerne surtout les paramètres qui ne peuvent pas accepter des valeurs négatives, et la distribution exponentielle qui nous donne aussi des distributions en fonction des paramètres de l'indice de sécurité bêta. L'extrême type 1 qu'on a utilisé, elle a pour expression celle qui est devant vous et sa fonction de répartition fx. Donc pour ce qui est pour vous mettre un peu dans le bain, on a donc donné un petit aperçu très bref sur l'étude probabiliste et fiabiliste qui concerne donc les paramètres géotechniques, leur caractère évolutif dans le temps et l'espace et l'incertitude importante qui les affecte, donc rendent nécessaire leur prise en compte sous forme de champs aléatoires. Ces derniers sont définis comme des variables aléatoires auxquelles on associe une localisation dans l'espace. Les méthodes de calcul dites déterministes se basent sur des modèles de comportement de sol et des valeurs fixes de paramètres introduits dans les lois pour calculer le coefficient de sécurité à comparer donc à des valeurs admissibles. Ces coefficients ne sont pas définis de manière homogène et ne constituent pas une mesure de la fiabilité des ouvrages. À l'opposé de l'approche probabiliste, qui tient compte du caractère aléatoire des variables, elle fournit un résultat exprimé en probabilité de rupture. C'est-à-dire qu'on va avoir un PF en valeur pour dire que c'est la fonction de probabilité. Donc celle-ci constitue une mesure homogène de la fiabilité, donc qui peut en outre s'intégrer dans une étude économique globale. L'historique de l'approche en génie probabiliste, donc elle a été très tardive. En génie civil, le domaine qui a été le plus étudié, c'était le phénomène des matériaux, parce qu'on possédait le choix dans
que ce soit les matériaux constitutifs, que ce soit dans la forme géométrique, etc. Ensuite, en mécanique des sols, les premiers travaux de Frendel étaient donc apparus en 1947, puis en 1949, de l'heure et communiqués dans un congrès international à Liège en 1948. Donc l'approche économique, et c'est ça justement le but de l'introduction de l'approche probabiliste, c'est de profiter de la résistance du matériau au maximum. Donc l'approche économique avec un critère de coût minimum conduit à la nécessité de calculer la probabilité PF de rupture ou PS de service ultime. On voit apparaître donc une condition de rupture donnée par la relation R petit r égale R moins NS inférieur ou égal à 0. Le N, donc, c'est le facteur d'ignorance appliqué aux sollicitations. Donc l'analyse suppose que R et S sont indépendantes et considère des distributions normales et log normales extrémales. La probabilité de rupture y est bien définie comme l'intégrale de la zone instable de la fonction de distribution couplée FRS, sollicitation-résistance, et il va le proposer pour des applications pratiques. Une solution graphique est en outre suggérée dans les distributions de R et S n'ont pas d'expression analytique simple. Donc, le cas particulier de la mécanique des sols, beaucoup de travaux ont été faits sur les fondations, les murs de soutènement, les terrassements, etc. Donc, le déroulement de la méthode, si vous voulez, probabiliste, on a les techniques classiques utilisées, on a les données du problème, et ensuite, on trouve le modèle de rupture et les résultats à exploiter. Les résultats exploités, donc en fonction des variables aléatoires PF ou bien PS obtenues. Méthode analytique, l'élément principal, si vous voulez, dans ce cas-là, c'est la probabilité de ruine. La probabilité de ruine de n variables aléatoires, x, une fonction de performance de g de x. La fonction de probabilité BF est donnée par l'intégrale de f de x, qui est la densité de probabilité. Donc ça, c'est un schéma qui montre, si vous voulez, les paramètres et la représentation de la densité, la fonction de probabilité dans un plan standard. Densité, donc, on introduit, si vous voulez, la densité dans la fonction et on suit donc les étapes pour déterminer les éléments dont on a besoin. Vu la difficulté de la résolution de cette intégrale, le PF intégrale de I de x f de x, plusieurs méthodes ont suggéré dans la littérature pour le calcul de la probabilité par la méthode forme, second ordre SORM, et qui fournissent bien sûr des valeurs et des solutions approchées. Cependant, les méthodes de simulation telles que la méthode des simulations de Monte Carlo ou la méthode de tirage d'importance donnent une bonne estimation de la probabilité de ruine. Toutefois, ces méthodes sont numériquement très consommatrices en temps d'exécution. Donc la méthode forme basée sur le PF, la fonction de rupture et le coefficient de probabilité, l'indice de sécurité bêta. Voilà, c'est les coordonnées standardisées, densité de probabilité. L'algorithme de Rakowitz et Febler, c'est celui-là qu'on a utilisé, qui ne tient pas compte de la corrélation entre C et Phi. Il y a d'autres organigrammes qui tiennent compte de la corrélation entre ces deux paramètres. Voilà un petit modèle sur le déroulement, si vous voulez, du logiciel. Donc on introduit la fonction avec ses paramètres, l'écart type, la moyenne, etc. Donc si c'est la fonction normale, il continue le logiciel pour le calcul des autres paramètres. Si ce n'est pas la fonction normale, il part de l'autre côté pour changer de fonction et introduire des paramètres qui correspondent à la fonction choisie. Voilà, donc c'était un peu de théorie. Maintenant, le vif du problème de notre travail,
c'est de déterminer les modèles mécaniques et stochastiques. Donc, suite à plusieurs recherches qu'on a établies dans les documents du domaine, sur la méthode cinématique et la probabilité, nous avons donc choisi de faire la représentation d'un certain talus en remblai, d'un sol frottant, cohérent, homogène, et d'avoir 3 types de mécanismes, A1 solide, A2 et A3. Les valeurs choisies, c'est des valeurs moyennes qu'on a tirées bien sûr de la bibliographie. Voici les valeurs moyennes prises de φ' et C'. Elles varient de 40 à 20 et celles de C' de 0 à 37. Les hypothèses et paramètres de calcul, nous avons une inclinaison β' appelée, donc c'est l'inclinaison du talus par rapport à l'horizontale, c'est pour le différencier de l'indice de sécurité bêta. On l'a appelé β', puis on a les différentes inclinaisons des différents solides par rapport à l'horizontale. Les variables aléatoires φ' avec la fonction de distribution log normal, C' log normal, puis extrême type 1 et gamma normal, avec le coefficient de variation bien sûr de l'autre côté. Donc vu, c'est-à-dire quand on a établi les équations, on a trouvé qu'on avait beaucoup de paramètres inconnus. Donc on a dû fixer certains paramètres et on a établi ce programme Delphi pour avoir d'un côté le θ critique, c'est-à-dire l'inclinaison critique par rapport à l'horizontale du système, et aussi pour avoir R moins S est égal à 0. Voici le premier mécanisme insolite. Donc, son étude est faite en faisant la projection des forces horizontales par rapport des forces par rapport à l'horizontale et la somme des forces par rapport à la verticale. On détermine R moins S. On a trouvé donc ici que R moins S est égal à 0 nous donne, pour le cas de C' égale 0, une détermination mathématique. Donc on dit que la méthode cinématique n'est pas applicable pour un seul solide, c'est un sol virulent alors qu'on a fait une hypothèse pour un sol cohérent frottant. Donc on recommande d'utiliser le critère de Moore-Coulomb. Donc pour ce qui est des valeurs déterministes, on a utilisé le logiciel Geoslope. On a obtenu donc on a utilisé donc Geoslope pour avoir les FS pour les 4 méthodes différentes. Maintenant, l'interprétation de ces valeurs pour ces primes, donc on a dit que la méthode pour un sol cohérent n'est pas utilisable, il faut utiliser la théorie de Moore-Coulomb. Le FS, les valeurs de FS sont négligeables, ce qui veut dire que la valeur de la surcharge n'a aucune influence sur la rupture. Seules les caractéristiques mécaniques du sol et l'inclinaison critique influent sur la valeur de FS. Un petit schéma sur le cercle de rupture du mécanisme d'un seul solide. Pour ce qui est du modèle stochastique, donc après avoir introduit l'équation R moins S dans le logiciel, nous avons obtenu ces valeurs-là de bêta qui varient de 0 à 6,31 et des valeurs de PF de 9,10-1 à 10-10. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces valeurs-là? Donc, on remarque la variation de bêta par rapport à φ', C'. Elle est nulle pour le couple 0,40, puis elle augmente et croît pour les autres couples. En les comparant avec les valeurs de FS, on voit qu'il y a une légère différence en un certain point. Donc, on voit pour le début, donc on a eu une concordance entre le FS et le bêta pour le premier couple 40,0. Le reste des courbes est quasi parallèle. Donc, on a un talus en équilibre instable pour 40,0. Puis pour les autres valeurs, donc l'indice de sécurité augmente. La ligne de rupture fiabiliste est plus pessimiste que celle des méthodes classiques. Les valeurs de l'indice de sécurité et de la probabilité ne vérifient pas celles données par la littérature spécialisée. On les a trouvées trop petites. Trop petites par rapport aux valeurs données par la littérature spécialisée. Le deuxième mécanisme a 2 solides. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On détermine bien sûr tous les paramètres, ce qui est hauteur, inclinaison, angle, etc. Force de
cohésion, que ce soit le long des surfaces externes ou bien intersolides, les forces de résistance aussi des surfaces externes et intersolides. Donc on isole, et c'est ça justement le principe voulu. Donc l'équilibre du solide 1, on l'étudie par la somme des FH, ensuite la somme des F, etc., en remplaçant et en faisant beaucoup de transformations trigonométriques algébriques, un travail vraiment pénible. On est arrivé à déterminer le Q2,1, c'est-à-dire la force qui va remplacer le solide 1. Ensuite, on isole le solide 2, on remplace le solide 1 par sa force trouvée et on fait, bien sûr, on étudie l'équilibre du deuxième solide pour avoir la force due au deuxième solide. Enfin, l'équation R-S, on a dû l'écrire sur cette forme-là pour l'avoir un peu plus simplifiée, bien sûr en définissant chaque paramètre qui est dans l'équation. On l'introduit après, donc dans le logiciel, d'accord? On a eu donc le calcul itératif par le logiciel, nous a donné une quantité très importante des résultats, inférieur à 0, égal à 0 et supérieur à 0. On a retenu uniquement les valeurs qui sont égales à 0 et qui s'approchent du 0 parce qu'on n'a pas pu avoir le 0 exact. Donc on a opté pour adopter un pourcentage de 10 à 12% de valeurs approchées. Voilà quelques exemples de valeurs obtenues pour différentes surcharges. Donc le cas critique retenu plutôt, c'est pour θ2 égale 26, etc., Les valeurs sont là devant vous. Deuxième, donc ça c'est le mécanisme de rupture. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs ruptures. On a retenu la plus critique. Les résultats du FS, donc nous allons directement voir l'interprétation. Donc les résultats du FS pour les coupes 40-35, 5 sont inférieurs à 1,5, ce qui confirme les résultats obtenus par la méthode cinématique des solides rigides, où R-S est inférieur à 0. Ceux du couple 30-10 sont égaux à 1,5, ce qui représente pour ce mécanisme la valeur donnant l'équilibre limite, ce qui n'est pas le cas pour le modèle mécanique précédent. Donc l'état limite pour le couple 30-10. Un exemple du cercle de rupture. Voici donc les valeurs de bêta et PF, les courbes de variation. Donc on voit qu'il y a une certaine concordance entre le PF et le bêta. Plus le bêta augmente, le PF diminue. Et on a une certaine... donc voilà, je cherchais la courbe, le graphe. Donc on voit qu'il y a une certaine harmonie entre les bêta et les différents FS. Pour ce mécanisme. Pour le mécanisme 2, ce qui change, c'est la forme du solide 1. Au lieu d'avoir un triangle isocèle, nous avons un triangle rectangle. Le principe est le même. Donc on isole le solide 1, ensuite le 2. On obtient les courbes à la fin de FS et bêta. Nous avons un petit problème dans ce cas-là. Il y a une contradiction au niveau du point 25-20. Donc la constante de bêta pour les courbes 40, 0, 35, 5 et 30, la constance de bêta pour les règles, un point de chute aux abords de la plage 25-20 correspondant à l'état critique. Donc l'évolution de bêta et FS sont quasi parallèles, mis à part au niveau du couple 25-20, on enregistre une légère décroissance pourtant correspondant à un FS approchant de 2. Donc on a trouvé une certaine contradiction entre la méthode déterministe et la méthode fiabiliste. Voilà. Donc pour maintenant le cas de 3 solides, système à 3 solides, nous avons le solide 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On isole le solide 1, on détermine sa force. Ensuite, on isole le solide 2, le solide 3, on détermine sa force. Ensuite, on prend le solide du milieu, on le fait donc soumettre à toutes les forces, plus celle du solide 1 et du solide 3. Le nombre de cas limites a fortement diminué. La cause principale est l'introduction du solide 3 qui joue le rôle de butée et empêche ainsi la masse de glisser. C'est-à-dire qu'on a eu moins de cas limites pour ce mécanisme.
La largeur de la surcharge P a fortement augmenté par rapport au modèle précédent. La valeur de l'angle θ3 du solide 3 est voisine en valeur avec l'inclinaison du solide 2. D'ailleurs, dans ce type de mécanisme, on a un peu changé, si vous voulez, le critère de choix pour le cas critique, parce qu'on a vu que les θ, les inclinaisons étaient proches. Donc, on a retenu comme condition pour le cas critique les valeurs de R-S, c'est-à-dire celles qui se rapprochent du zéro. C'est-à-dire que le θ, la valeur de θ seule n'a plus de l'influence comme dans les deux autres solides dans ce cas. Donc, les valeurs de PF sont concordantes et logiques. Voilà le mécanisme de rupture du solide. Les FS, un cas de cercle de rupture. Les bêta et F, donc le F, c'est le PF. Donc on remarque qu'il est presque constante, la valeur de l'ordre de 10 moins 1. Et nous allons voir maintenant le FS et les bêta. Voilà, le bêta seul. Les FS, donc on voit aussi là une contradiction. Il n'y a pas de concordance dans le point 35,5. Alors, qu'est-ce qu'on a dit en discussion, si vous voulez? Les valeurs de l'indice de fiabilité pour ce cas sont faibles par rapport aux valeurs des modèles précédents et correspondent bien aux valeurs de FS. Les valeurs de PF sont grandes, même supérieures à celles données par la littérature spécialisée qui affirme que les valeurs de PF sont généralement inférieures à 10-2. Mis à part la partie de courbe de première valeur, FS et bêta, la variation est pratiquement similaire. Cette courbe montre clairement, la courbe précédente, montre clairement que selon l'indice de fiabilité, le cas critique est obtenu pour le couple, donc 35,5. Par contre, la valeur min de S est obtenue pour 30,10. Donc là aussi, on n'a pas eu de concordance entre les deux méthodes. Maintenant, pour notre mécanisme, c'est le quatrième modèle si vous voulez, c'est un mécanisme à trois solides avec le solide 1 changé en triangle rectangle, le même principe, donc on isole les deux solides, ensuite celui du milieu, on détermine R-S qu'on introduit dans le logiciel, les modèles mécaniques retenus, le mécanisme de rupture, cercle de rupture, bêta et PF. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé pour ce cas? On voit clairement que les deux groupes de bêta et PF en fonction de phi', sont en parfaite adéquation. L'indice de fiabilité décroît puis croît. La valeur minimale est enregistrée pour le couple 25-20, où on note la plus grande valeur de PF. Les couples mettent en évidence le décalage des valeurs minimales obtenues pour le FS et bêta. Le dernier modèle, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de voir un petit peu l'effet de la surcharge sur le solide du milieu. On a fait la même chose, donc isoler le premier solide, le troisième, puis celui du milieu. La même chose, donc la détermination de R-S, les valeurs critiques du modèle mécanique obtenu, mécanisme de rupture, le cercle de rupture, et à la fin, donc, la dernière courbe qui illustre donc, les variations. On a eu aussi là une petite contradiction. Là où le FS augmente, là où le bêta augmente, les FS décroît, donc en sens contraire. Le cas limite retenu pour ce cas, c'est le cas mentionné sur la figure. L'interprétation générale maintenant, le talus en équilibre pour ces primes différent de 0, C' égale 0 est rompu, le modèle 1. Fs min, bêta min, pour θ1 égale 65 pour le couple 40,0. Le modèle 2, le cas limite a été obtenu pour le couple donc 25, 20 et la surcharge 80 avec θ de 25. Fs min et bêta min ont été enregistrés pour le même couple 40,0. Donc on remarque qu'il y a une certaine concordance pour ce mécanisme. Le PF varie avec une parfaite concordance avec bêta. Pour le modèle 3, le bêta s'améliore pour le couple 25-20, sa valeur est de 4,61, tandis qu'on voit clairement que PF s'améliore de 10-4 à 10-6. Et la probabilité de rupture
diminue. Donc, on remarque qu'il y a un certain décalage entre la méthode probabiliste et déterministe pour ce mécanisme. Pour le modèle 4, la même chose, un décalage entre les méthodes. Pour le modèle 5, on enregistre aussi un décalage. Le modèle 6, on enregistre aussi un décalage. Qu'est-ce qu'on a dit à la fin? Après synthèse des résultats des 3 modèles, se trouvant dans les mêmes conditions, parce qu'on a 1 et 2 solides, puis les autres 3 solides sont dans d'autres conditions. Après synthèse des résultats des 3 modèles se trouvant dans les mêmes conditions, c'est-à-dire où l'influence de l'inclinaison du talus par rapport au sol est déterminante, on considère que le modèle 2 est le plus critique avec une inclinaison de 26, une surcharge de 80. Et pour les modèles à 3 solides, nous retiendrons le modèle 4 comme le plus critique avec une surcharge Q égale 30. Les valeurs de bêta se sont avérées donc concordantes, parfois plus pessimistes que les valeurs de Fs, ce qui peut jouer dans le sens de la sécurité et mettre en évidence l'influence de la mobilisation de toutes les forces externes et internes du massif et justifier le nombre d'accidents survenus dans les talus de route de Remblai après leur dimensionnement par les méthodes classiques. Donc en perspective, en conclusion générale, donc les leçons tirées de notre travail. Donc l'application de la cinématique des solides rigides au glissement des terrains reflète bien la réalité des glissements et donne des résultats réalistes. L'application de la probabilité en géotechnique et en particulier au glissement de terrain en tenant compte du caractère aléatoire des paramètres physiques et mécaniques du sol en utilisant les lois de probabilité de fonctions de distribution adéquates. L'application des méthodes classiques et leur comparaison avec les méthodes probabilistes. La méthode cinématique comparée à d'autres méthodes classiques permet d'un côté une utilisation correcte des résistances au cisaillement au niveau des surfaces de glissement et au niveau des surfaces intersolides. La valeur de la surcharge influe très peu sur l'état limite et la variation de l'inclinaison critique. Les mécanismes de rupture de cette théorie évoluent en volume du sol et sont sensibles au terme de l'angle de frottement plus qu'à la cohésion dont la résistance en dépend. Les mécanismes de rupture de cette théorie évoluent en volume du sol. Les valeurs des coefficients de sécurité données par le logiciel Geoscope concordent bien parfois avec les valeurs de l'indice de fiabilité et d'autres fois s'avèrent plus pessimistes. La fonction de rupture varie de 10-1 à 10-8, ce qui donne des valeurs cohérentes avec la littérature spécialisée. Ça, c'est très important. Nous citerons des valeurs trouvées par Meyerhoff, en 66, et avant lui, Limb, en 66, qui avait trouvé des valeurs de PF de l'ordre de 10-2 à 10-3 pour la capacité portante du fondation. Aussi, l'étude de Wu et Al, en 67, consacrée à l'étude de stabilité d'excavation et de force portante et de tassement sur sable. Les résultats deviennent plus fiables en considérant plusieurs mécanismes de même type, mais avec un nombre différent de solides. Un autre aspect très intéressant de notre étude est que la théorie cinématique des solides rigides permet de simuler correctement le comportement d'un talus dont les caractéristiques géométriques sont assez petites, 5 mètres d'élévation et au plus 6 mètres de large, ce qui donc ouvre des perspectives plus que rassurantes quant à la qualité des résultats appliqués à des talus où de grandes masses sont mises en mouvement. Ces résultats permettront sûrement aux futurs projecteurs d'optimiser les solutions adoptées dans ce genre de situation quand on sait que le coût de revient de stabilisation d'un massif se chiffre à des centaines de milliards. Enfin, en perspective, donc, on peut avoir plusieurs visions et améliorer donc, le travail par d'autres variantes. Par exemple, étudier l'influence du nombre de solides sur la détermination du cas de rupture, étudier l'influence de la forme géométrique sur la variation des lignes de rupture critique, étudier l'influence du mode de chargement sur l'état de rupture en considérant des charges concentrées, des charges déclinées, etc.
étudier l'influence de la variation des autres paramètres supposés fixes dans notre travail, tels que le poids volumique du sol, la hauteur, l'inclinaison du talus, présence de l'arbre, etc. Élargir l'application des méthodes fiabilistes en appliquant d'autres approches données par la littérature spécialisée et qui conviennent au cas du sol, tout en étudiant l'influence de la corrélation, parce qu'on a pris un organigramme qui ne tient pas compte de la corrélation, donc il faut essayer avec la corrélation de la variance et de la covariance, la valeur moyenne, etc. Enfin, faire toujours des comparaisons avec les méthodes classiques, c'est normal pour décider de la fiabilité des résultats. Voilà, sur ce, je termine mon travail, je vous remercie pour votre attention.